Tout de suite, le bonus de pulsation avec le professeur Guido Bandolfi sur les troubles anxieux. Qu'appelle-t-on trouble anxieux? Il existe une définition? Alors, il n'y a pas une définition des troubles anxieux au sens large. Il y a plusieurs troubles anxieux. Donc, c'est une catégorie, c'est comme une maison à l'intérieur de laquelle il y avait plusieurs chambres. Et chaque chambre a ses spécificités. Il y en a en fait en général 7 qu'on énumère. Les phobies spécifiques, donc la peur par exemple des araignées, d'un animal, des hauteurs, etc. La phobie sociale, la peur d'être en public, de parler en public typiquement, ce que peut-être on peut tous savoir un peu. Il y a le trouble panique, c'est-à-dire des personnes qui font des attaques de panique, une montée soudaine d'anxiété avec beaucoup de symptômes physiques, la peur de mourir, la peur de devenir fou. Il y a ce qu'on appelle le trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire l'apparition d'obsessions, la crainte d'être contaminé par exemple, ou bien de pouvoir faire un acte complètement irrationnel en public, baffer quelqu'un, et puis l'obligation pour pouvoir un peu contrôler l'anxiété que cette peur engendre de faire des gestes, des compulsions, par exemple se laver les mains plusieurs fois pour éloigner la crainte d'être contaminé. Il y a aussi un autre trouble qui s'appelle l'agoraphobie. C'est la peur d'être dans des grands espaces ou dans des espaces dans lesquels il y a peu de possibilités d'atteindre une sortie, comme un cinéma, un magasin avec beaucoup de monde. Et puis finalement, on parle aussi de l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire le stress engendré par une situation dans laquelle on a eu peur de mourir, on a vu quelqu'un qui était en danger de mort, avec des conséquences sur le plus long terme. Ce sont à chaque fois des troubles qui sont... Et j'oubliais l'anxiété généralisée, qui est en fait peut-être la mère de toutes les batailles des troubles anxieux, puisque c'est la peur, la tendance à se faire des soucis pour tout et pour rien. Par exemple, est-ce que je vais être pris par une voiture en sortant d'ici? Est-ce que mon fils qui sort ce soir risque d'avoir un accident, d'être peut-être de se droguer? Et donc ça peut toucher les inquiétudes financières, les inquiétudes liées à la santé. Donc un état permanent d'anxiété. Un état d'alerte un peu permanente, on se fait des soucis pour tout. Alors nous avons tous des craintes, des peurs, des anxiétés. À quel moment une personne bascule dans la pathologie, puisque nous ressentons tous des peurs, des inquiétudes et une anxiété parfois, elle est même normale d'ailleurs dans de nombreux cas. Absolument, donc il est tout à fait normal d'être un peu anxieux. Imaginez-vous si on n'en l'était pas avant un examen. Eh bien on n'aurait pas ce punch, cette énergie qui nous permet de concentrer de faire des synthèses. Donc l'anxiété est quelque chose qui peut être aussi une manière adaptative de gérer des situations qui peuvent être dangereuses. Si on n'est pas un peu anxieux en entrant dans une forêt au milieu de la nuit, peut-être on risque de mettre son pied au mauvais endroit et puis de tomber, ainsi de suite. Donc, c'est véritablement lorsque cette anxiété n'a plus une valeur adaptative, ne nous aide pas à affronter de manière satisfaisante des situations, mais devient un peu un ennemi et non pas un allié, qu'on peut parler d'un trouble anxieux. Plus concrètement, c'est lorsque l'anxiété engendre une limitation de la liberté individuelle qui finalement vous réduit à des espaces dont vous ne pouvez pas sortir ou bien à avoir des comportements, des attitudes qui vous font perdre beaucoup de temps. Et donc, lorsque vos activités sociales, professionnelles ou familiales sont affectées ou compromises. Alors nous allons parler des traitements, mais avant cela, existe-t-il un fil entre toutes ces pathologies? Vos patients ou les patients qui se retrouvent à un moment donné confrontés à un trouble anxieux ont un fil conducteur entre toutes leurs propres pathologies? Certains souffrent de plusieurs troubles, j'imagine. Il y a une caractéristique qui réunit l'ensemble des personnes qui souffrent de troubles anxieux. Il y a une sorte de sous-estimation de ses propres capacités à faire face à des situations différentes. Ça peut être la peur sociale. Donc ça peut être un manque de confiance. C'est le sentiment de ne pas avoir assez de moyens pour pouvoir affronter l'autre situation. Quelqu'un qui craint d'entrer dans un magasin parce qu'il y a trop de monde, eh bien, il a le sentiment de ne pas pouvoir y arriver. Et puis, corrélé à ce sentiment de ne pas avoir tous les moyens, toutes les armes pour affronter des situations de vie, il y a une surestimation des situations qui sont craintes, dont on a peur. Donc la combinaison de ces deux aspects, je ne suis pas assez équipé et je vois le monde, je vois les situations de la vie
avec des lunettes qui agrandissent un peu le danger, et je le vois un peu partout, ce mélange devient explosif et est à l'origine de différentes formes alors de l'anxiété qui sont les différents troubles anxieux. Souvent, les personnes qui souffrent de troubles anxieux ont parfaitement conscience que leur trouble est pathologique, mais surtout pas logique du tout. Il y a une vraie conscience du trouble. La volonté est inutile pour le patient qui souhaiterait se soigner tout seul en se répétant qu'il est inutile d'avoir peur d'aller dans un centre commercial, par exemple. Vous avez raison, les personnes qui souffrent d'anxiété, de troubles anxieux, sont tout à fait conscientes du côté disproportionné de leurs inquiétudes, de leurs peurs. Et leur participation active au traitement est fondamentale. Encore une fois, étant donné que souvent, souffrir d'un trouble anxieux est corrélé avec une perte de liberté, on évite plein de situations parce qu'on en a peur. Eh bien, un des moyens pour pouvoir se soigner, c'est de reconquérir un peu de terrain, reconquérir de l'espace, et donc il faut, à un moment donné, affronter les situations qui nous font peur. Et vous l'imaginez volontiers, ce n'est pas le thérapeute qui peut faire cela à la place de la personne, c'est la personne elle-même qui, à un moment donné, devra se mouiller, devra réaffronter ses peurs. Et donc, sa participation active va être essentielle pour la réussite d'un traitement. Et surtout que ce n'est pas forcément une partie de plaisir de réaffronter ses peurs, d'aller à l'encontre de ceux qu'on a évités pendant si longtemps. Justement, lorsque l'on connaît la peur, on sait qu'elle est bien plus que désagréable. Vos patients ont souvent peur d'avoir peur? C'est assez caractéristique, je dirais même que c'est un tout petit peu le leitmotiv, enfin c'est le refrain qu'on entend souvent de la part des patients. Je crains de me retrouver dans une situation dans laquelle cette peur va m'envahir et je risque de ne plus arriver à assumer la situation. Donc c'est souvent par ce type de prise de conscience qui commence aussi une thérapie psychologique pour le traitement d'un trouble anxieux. Alors les thérapies sont multiples, anciennes, certaines plus récentes. Quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui à disposition pour tenter de soigner? Alors, on a des moyens psychologiques, les psychothérapies, et on sait que certains types de psychothérapies sont particulièrement efficaces pour le traitement des troubles anxieux. Je crois qu'il y a un consensus assez large, y compris de la part des professionnels de la santé mentale. Ce sont les thérapies dites cognitivo-comportementales. Donc concrètement, il s'agit d'aider la personne, sur le plan de ses comportements modifiés, à regagner du terrain, comme je disais auparavant, c'est-à-dire à éviter d'éviter, à commencer à affronter les situations qui finalement ont affecté son existence et qui l'ont amené à consulter. Donc cela se fait par des exercices très concrets d'exposition. Et bien sûr, ce n'est pas... Qui doivent se répéter très longuement, c'est aussi comme le piano, en faisant chaque jour qu'on Absolument, progresse. ce sont des apprentissages, donc on n'apprend pas à jouer un morceau du jour au lendemain. Eh bien, il faut pratiquer, répéter, surtout que, et puis de manière très progressive, vous ne demandez pas à quelqu'un de jouer une pièce de Mozart du jour au lendemain. Il va commencer par apprendre un peu les différentes notes d'une échelle, et puis ensuite, eh bien, c'est la même chose pour les exercices d'exposition. On va commencer par des choses qui sont abordable pour la personne. Pour que le patient engrange des réussites? Qu'elle se sente à l'aise. On ne pousse jamais quelqu'un à s'exposer à une situation qu'il ne perçoit pas comme accessible, comme possible dans ses cordes, en quelque sorte. Donc ça se fait très progressivement et cette progression permet de chaque fois avancer un tout petit peu. Et à l'arrivée, eh bien, on va affronter les peurs les plus spectaculaires, mais une fois qu'on a déjà un bon entraînement, lorsqu'on a les armes pour affronter ce qui fait le plus peur, finalement. Ça, c'est le côté comportemental. Et puis, comme je vous disais, il y a aussi des pensées. Donc, une personne qui se dit eh bien, je vais avoir un blanc lorsque je prends la parole en public, eh bien, ou bien on va me tirer des tomates. Eh bien, ce type de pensée, eh bien, il doit pouvoir être reconnu, éventuellement un peu assoupli, et c'est un peu la composante plus cognitive. Ça, ce sont les thérapies, les psychothérapies. Elles ne sont pas très longues, elles durent de quelques séances à quelques mois, selon le type de problématique, parfois un peu plus longtemps, selon la gravité du trouble. Et puis à côté des psychothérapies, nous avons des traitements pharmacologiques qui sont tout aussi efficaces
et que parfois sont utilisés en combinaison avec les psychothérapies. À titre personnel, comment vous gérez-vous vos propres peurs? Ce que vous vivez chaque jour avec vos patients vous aide personnellement? Écoutez, je crois que je gère un peu du mieux que je peux comme tout le monde, puisque au fond, je ne suis pas immunisé de la peur ou de l'anxiété. Peut-être le fait de côtoyer de manière régulière des personnes qui souffrent d'anxiété me donne l'opportunité ou la chance de pouvoir reconnaître assez tôt, assez rapidement, lorsque j'ai un état qui ressemble un peu à un état d'anxiété. Et peut-être c'est le premier pas pour ensuite en faire quelque chose et éviter d'entrer dans ces cercles vicieux qui peuvent se traduire par un problème pathologique. Et pourquoi avoir choisi une spécialité comme celle-ci? C'est votre propre histoire personnelle, parce que vous avez avancé sur vos propres peurs que vous exercez aujourd'hui ce métier? Écoutez, peut-être, je dois dire que je n'ai jamais imaginé les choses de la sorte. Il y a une chose par contre qui est beaucoup plus concrète, c'est qu'on en a besoin parce qu'au fond, il y a, comme je vous disais, donc, un nombre important de la population qui souffre de ces difficultés-là. Et puis finalement, notre programme spécialisé naît avec l'intention d'offrir à la population, mais aussi aux collègues installés, une sorte de deuxième ligne d'expertise pour pouvoir améliorer la qualité de soins et donc répondre à un besoin qui est bien réel de la population.